Il est 10 h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps, dominé par un titre ce mardi. L'offensive terrestre sur Gaza a bien commencé, confirme à l'instant l'armée israélienne. La nuit a été marquée par de très forts bombardements sur la principale ville de l'enclave palestinienne. Certaines déflagrations ont été ressenties jusqu'à Tel Aviv. Cette offensive terrestre était annoncée depuis des semaines. Et pour revenir sur cette actualité au Proche-Orient, l'une des grandes voix de la Palestine ce matin est mon invité Elias Sambar, ancien ambassadeur de son peuple à l'UNESCO, négociateur des accords d'Oslo. Il est de ceux qui plaident inlassablement pour réinscrire la question palestinienne dans le temps long. Et du temps, nous en avons ce matin pour l'écouter et discuter. Bonjour Elias Sambar, merci d'être là. Bonjour. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour et merci Elias Sambar. Merci de m'avoir invité. D'être sur ce plateau ce matin. Merci d'avoir accepté d'être le grand invité de Parlons-en. Essayiste, historien, écrivain palestinien, ancien ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO. Vous faites reparaître ces jours-ci ce petit livre, je dis petit parce qu'il est court, mais il est très dense. La Palestine expliquée à tout le monde, dans une édition donc mise au jour aux éditions du Seuil, dans lequel vous nous invitez à réinscrire l'histoire de la Palestine dans le temps long. On va bien sûr y revenir. Comment ne pas commencer, Elias Sambar, cet entretien par les dernières images et les dernières nouvelles de Gaza. L'enclave a subi une pluie de frappes israéliennes ces dernières heures. Gaza brûle, a dit ce matin le ministre israélien de la Défense. Avant de vous entendre, je vous propose d'écouter le témoignage de Rami Aboujamous, notre journaliste dans l'enclave. Il parle de ce qu'il a vécu ces dernières heures. On l'écoute et on en reparle juste après. C'était une nuit très dure. On dirait c'était un tremblement de terre. Apparemment, l'armée d'occupation, ils ont utilisé de nouvelles armes. C'est la première fois. Moi, j'habite dans une tour et à force de l'intensification de bombardement, la tour tremblait comme c'était un tremblement de terre. Notre nuit était un peu une journée parce que il y a que du rouge et du blanc à chaque fois avec des sons de bombardement très forts. Il y a eu des massacres, un massacre dans le quartier de Sheikh Radwan. Une famille entière a été bombardée. Pareil à le quartier de Daraj dans la famille Massoud, et dans le quartier à Sabra et aussi à Deir el-Bala. Mais spécialement dans la ville de Gaza, c'était une nuit très dure. Des bombardements, des explosions. Et on voyait les avions de chasse, on entendait les avions de chasse, les hélicoptères, les Apaches. On dirait que c'était vraiment la Troisième Guerre mondiale. C'était pendant les 2 ans de guerre. Cette nuit, c'est une des nuits qu'on a vécues comme juste au début de la guerre en 2023. C'est vraiment, on croyait qu'on va se réveiller si on va rester vivant avec une destruction totale de la ville de Gaza. Et même là où on est en train de parler avec vous, les bombardements continuent. Et surtout, c'est la nouvelle stratégie de l'armée, c'est déplacement sous les bombardements. Donc, ils forcent les gens à se déplacer parce que la majorité des habitants de la ville de Gaza ne veulent pas quitter la ville de Gaza. Donc, il y a eu une intensification au niveau des bombardements. Il y a eu aussi la technique ou la stratégie de faire passer des robots, des blindés en robots pour exploser des quartiers entiers, comme ce qui s'est passé à le quartier de Sheikh Radwan, malheureusement. Et il y a des centaines de familles, malheureusement, ils sont dans la rue, et justement pour les faire pousser à aller au sud. Le flux de déplacement, ça continue vers le sud. Et il y en a de plus en plus des gens qui partent parce qu'ils ne trouvent pas un endroit ici à Gaza. L'armée a serré l'étau sur la ville de Gaza. Maintenant, toute la population de Gaza est concentrée dans l'ouest de la ville de Gaza. C'est dans les quartiers où nous, on est en train je parle de cet endroit-là. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de place et les gens essayent d'aller au sud. C'est vrai qu'il n'y a pas de place au sud, mais ils essayent de trouver parce qu'ils savent très bien que les premiers arrivés sont les premiers servis, même si ça va être dans la rue, mais au moins pour s'épargner de ce genre de bombardement qu'on a vécu hier et surtout cette nuit. Une nuit d'une violence inouïe sur Gaza. Oui, hélas, le crime continue. Hein. Il y a pas, l'horreur est toujours là depuis 2 ans, sans résultat.
quoi qu'en disent les chefs israéliens, les ministres. L'autre qui pavoise cette nuit sur Gaza brûle, et je pense qu'il fait allusion au fameux film de Paris brûle-t-il, et avec beaucoup de fierté et d'arrogance. C'est des criminels, il n'y a plus d'autres termes, il n'y a pas d'autres termes à utiliser. Et c'est des gens qui vont aller jusqu'au bout du crime de génocide. Je ne crois pas que la terre va les arrêter. Ils sont couverts par un grand parrain, désolé d'utiliser un langage d'habitude réservé aux mafieux. Les États-Unis fonctionnent comme une bande mafieuse qui couvre tous les crimes, qui avale toutes les couleuvres. On en parlera peut-être, puisqu'on va certainement aborder la question du bombardement du Qatar, et qui continue. Rien ne va les arrêter. Le problème au niveau du droit, c'est que le droit a un temps long. Et le droit exige, et c'est bien, qu'un certain nombre de conditions soient remplies avant d'émettre un jugement ou de qualifier l'acte. Si vous revenez un peu à l'histoire, la totalité des génocides ont été constatés une fois que les victimes n'étaient plus là. C'est en 1948 qu'a lieu le procès de Nuremberg pour le génocide nazi. Mais les victimes juives ne sont plus là. Les victimes des camps ne sont plus là. Le Rwanda, la Yougoslavie, et ainsi de suite. C'est toujours un temps plus long. Et c'est très frustrant. Parce qu'entre-temps, les victimes sont en train de périr. Et dans une impunité absolue. C'est pour cela que, tout en disant qu'il faut mener la procédure et aller dans le chemin du droit jusqu'au bout, parce qu'il y a des règles. Et que nous sommes confrontés aujourd'hui non seulement à une question, à savoir génocide ou pas, sommes confrontés également à un système de destruction planétaire du droit. Il y a une destruction pour le remplacer par une loi de la jungle qu'on voit d'ailleurs en action sur le plan Israël-Palestine ou en Ukraine. Par contre, même en allant jusqu'au bout du droit, parce qu'il faut préserver le droit, donc ses règles, il faut quand même, en attendant que cette chose soit établie, qu'il y ait des décisions décisives, vraiment décisives, pour imposer un cessez-le-feu, pour arrêter le carnage. Il y a un carnage. Le carnage est dû, contrairement aux apparences et contrairement aux cris de victoire des généraux israéliens, est dû à l'impuissance. Ça fait 2 ans que cette armée est la 5e de la planète, a déjà déversé, selon leurs propres chiffres et selon les chiffres des grands instituts de stratégie militaire, a déjà déversé plus de 4 fois le tonnage d'Hiroshima sur cette bande qui a un trou. Vous savez, on oublie très souvent combien c'est petit, combien c'est exigu. Vous avez 310 km², c'est-à-dire 31 km par 10. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est même pas un arrondissement de Paris. Avec 2 200 000 personnes entassées là et qui sont prisonnières de cette guerre. Ça fait 2 ans que cette armée, qui fanfaronne à longueur de temps, qui consomme des quantités d'armes, de 147 ponts aériens américains d'acheminement, sans compter les autres pseudo-amis qui sont en train d'envoyer du matériel, et qui n'arrive pas à son communiqué de victoire. Le communiqué de victoire, c'est le Hamas n'existe plus. Eh bien non. Il existe toujours, et nous sommes face à une armée qui se venge sur les civils de son impuissance face à cette organisation. Donc on est dans un crime absolument établi, clair, et du fait du développement des moyens de communication visibles. Vous savez, au tout début de la guerre, un général israélien, que j'avais trouvé le compte-rendu dans Haaretz, donc dans un journal extrêmement respectable israélien, il réunissait ses troupes pour leur dire cette chose digne de vulgaire fasciste, qui est, sachez que ce qui ne se voit pas n'existe pas. Vous comprenez d'où vient l'hécatombe des journalistes qui témoignent et qu'on tue l'un derrière l'autre. On est à peu près à 250 journalistes déjà assassinés. Ce qui ne se voit pas n'existe pas. Donc commettez tout ce que vous voulez, mais faites attention aux traces. Que répondez-vous, Elias Sambar, à ceux qui disent qu'Israël a multiplié les ordres d'évacuation ces derniers jours et que les Palestiniens de Gaza n'auraient pas voulu partir? Je reviens à la taille du lieu. Je reviens au fait qu'il est rasé. Je reviens au fait que c'est presque
C'est presque c'est de la Marie-Antoinette. Si vous avez faim, mangez des biscottes. Partir pour aller où? Ah oui, et si vous vous sentez en danger, comme si nous étions, c'est pas moi, dans l'Empire chinois, qui a la taille d'un continent. Ils ne veulent pas partir et ils ont raison. Et je sais à quel point ils subissent, parce qu'ils savent qu'ils sont chez eux. Tout d'abord, ça c'est fondamental, ils sont chez eux. Et quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils en tuent, ils seront chez eux. On est chez nous en Palestine, on n'est pas des visiteurs et on n'est pas des gens de passage. Mais aller où? C'est une hypocrisie terrible, c'est celle de tous les criminels qui disent « Ah, mais on les avait avertis, ah, on l'a tué, mais il n'a pas voulu entendre, et ainsi de suite. » Ça ne marche pas, mais ce qu'il faut ajouter, ça ne marche plus aux yeux du monde. Regardez les opinions au niveau de la planète. Plus personne ne croit le discours israélien. On va y revenir. Que dites-vous aussi? Je me fais l'écho des formules qu'on peut lire de ci, de là, de ceux qui disent si le Hamas rend les otages, une cinquantaine d'otages, dont une vingtaine vivants, vraisemblablement encore dans la bande de Gaza, si le Hamas rend les otages demain, la guerre s'arrête. Vous savez, il y a eu des sondages israéliens également sur cette histoire. La majorité des familles des otages dit non pas ne les massacrez pas, ramenez les otages et après faites-en ce que vous voulez. Il y a 2 semaines, un travail très sérieux un peu de mesure de l'opinion israélienne est arrivé à la conclusion, au résultat, 82% des sondés veulent qu'on en finisse avec Gaza et que Gaza n'existe plus. Si vous prenez les 100% de la population israélienne, sur les 82% qui sont pour, il reste à peu près 18%. Vous savez quel est le montant ou le total des Palestiniens en Israël porteurs du passeport israélien? 20%. Donc vous avez une unanimité des citoyens juifs de l'État d'Israël qui disent finissons-en. Et ça, c'est une victoire des fascistes et de cette dictature qui s'est installée en Israël, dictature tenue par les représentants des colons et qui est en train d'aller de l'avant sans aucune entrave. On le voit au niveau des morts, on le voit au niveau des enfants tués. Je dis les enfants tués, je ne dis jamais les enfants morts. Nos enfants sont assassinés, ils ne sont pas morts, ils n'étaient pas vieux, ils n'étaient pas malades. Donc à 40 000, et on ne sait pas encore ce qu'on va trouver sous les décombres quand le déblayage va commencer sur le site. Donc on est dans une horreur en cours depuis 2 ans, et peut-être que ça va commencer à bouger dans la mesure où ce qui se passe en Palestine annonce des épreuves de force dans des circonstances différentes, pour des problèmes différents, mais une façon de faire qui va dominer dans la planète. Nous sommes en train d'entrer dans l'ère des jungles en remplacement de l'ère du droit. Et donc la Palestine et l'Ukraine, je dis toujours et l'Ukraine, sont des cas exemplaires, non pas de ce qui se passe uniquement dans ces 2 pays, mais de ce qui attend le reste des pays. Nous allons arriver à une situation, si on ne bloque pas cette course. Il y a un très beau livre d'un ami, un militant israélien qui s'appelle Michel Warshawski, et qui est paru il y a 2 ou 3 ans ou plus, dont le titre était « Israël à tombeau ouvert ». Il file vers une catastrophe. Le temps de la guerre n'est pas le temps du droit, vous le rappeliez tout à l'heure. Il y a quand même, dans quelques jours, il va y avoir un moment important à l'Assemblée générale des Nations Unies, la reconnaissance par la France et d'autres pays, on y reviendra, de l'État de Palestine. Le président français voit dans cette décision un chemin, je le cite, irréversible vers la paix. Et vous, qu'est-ce que vous voyez dans cette décision? Je pense que c'est, je vais vous dire, c'est reconnaissance de la Palestine. L'ONU comprend des pays membres. Vous savez, un pays qui est une monarchie peut devenir une république, ça ne change pas sa présence ni son existence aux yeux de l'ONU. C'est des pays membres. C'est un pays qu'on va reconnaître et pas un État. Quand j'étais à l'UNESCO, d'ailleurs, et je peux le dire, et que j'ai fait la bataille pour devenir pays membre à plein an, les Américains nous ont dit adhérer en tant que
autorité nationale, on vote pour vous. Mais je dis, d'une part, nous sommes un pays, l'autorité nationale est palestinienne, mais c'est beaucoup plus large qu'un organe, et nous entrerons en tant que pays. Donc c'est une reconnaissance énorme, historique. Je sais que beaucoup de Palestiniens sont très sceptiques, tellement ils ont été déçus jusque-là par tout ce qui se passait, et que d'autres sont ils se disent, qu'est-ce que ça va changer? C'est quelque chose de formel? Je vais vous dire ce que ça va changer. Ça va changer que quand vous reconnaissez un pays, vous ne le reconnaissez pas comme un espace vide, vous le reconnaissez comme un espace occupé par son peuple. Quand vous reconnaissez un peuple et le pays de ce peuple, vous reconnaissez immédiatement, de facto, le droit de ce peuple à l'autodétermination, et donc son existence et le fait qu'il détient ce droit des peuples à l'autodétermination. Le peuple qui est en train d'être reconnu a été nié en tant que peuple. La reconnaissance va infiniment plus que d'avoir une voix de plus à l'ONU. Sinon, vous savez, on a déjà 149 voix, on n'a plus de voix qu'Israël à l'ONU. Ce qui change, c'est, cette reconnaissance de fond. La deuxième chose que ça change, c'est que ça amène dans le camp de ceux qui reconnaissent des pays jusque-là absolument opposés à la Palestine. Je prends deux exemples, et je les ai pratiqués, mais terriblement opposés. Le Canada et l'Australie. Ça, il y a une bascule qui est en cours. Les Britanniques également, mais le Canada et l'Australie, c'était très net, l'inimitié et l'adversité. C'est fini. D'autres vont... Il y a aussi une troisième chose que les téléspectateurs doivent entendre. La France a un pouvoir d'entraînement que d'autres pays n'ont pas. Vraiment? Encore aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir dans quelques jours. Je pense que vous allez le constater dans quelques jours. Vous évoquez le droit à l'autodétermination des Palestiniens. Sauf erreur de ma part, le premier président à en avoir parlé, c'était François Mitterrand, début des années 80. Oui. Ça fait plus de 40 ans. Oui. Il n'est pas trop tard? Il n'a pas reconnu. Non, il avait évoqué ce droit, il avait évoqué l'éventualité. Et ça fait 40 ans que la France tourne autour de cette question, il n'est pas trop tard. Mais ça fait à peu près 100 ans que le mouvement sioniste dit que ce peuple n'existe pas. Ça, bien sûr que ça continue. Mais sachez une chose, un des arguments, c'est que, bon, ils sont occupés, qu'est-ce que vous reconnaissez? Mais un État souverain, la France en est, a le droit de reconnaître un pays occupé. Qu'est-ce qui change à ce moment? C'est pas que l'occupation s'en va. C'est qu'une fois que vous avez reconnu un État en tant qu'espace occupé, votre devoir, puisque vous l'avez reconnu comme jouissant du droit à l'autodétermination, est de vous battre pour en finir avec les éléments de l'occupation. Donc on entre dans autre chose. Et juste une dernière chose. Si tout cela est symbolique, comme beaucoup le disent, et rien du tout, et du vent, pourquoi est-ce qu'Israël est tellement furieux de cette reconnaissance? Quand même, si c'était simplement juste de la forme, ça ne vaut pas le coup de faire tout ce qu'ils font. Une fois qu'on a dit qu'on reconnaît un État de Palestine, quel État? Qu'est-ce que la France? Qu'est-ce que l'Australie? Qu'est-ce que le Canada vont reconnaître? Vous le saviez mieux que moi, à quelle réalité de terrain ça correspond? Avant de vous entendre répondre à cette question, je voudrais qu'on regarde le reportage qu'a tourné pour cette émission Marc Pope, ou plutôt le commentaire sur image qu'il a réalisé, qui s'intéresse à la Cisjordanie, dont on parle beaucoup moins depuis le début de l'offensive à Gaza, car depuis le 8 octobre 2023, la colonisation en Cisjordanie a repris de plus belle. On regarde ces images et on en reparle juste après, Elias Samba. Impuissant, Souhaïl Alian assiste à la confiscation de ses terres par les autorités israéliennes. Ces champs sont en train d'être nivelés sous bonne garde par des bulldozers en vue d'y construire une nouvelle colonie et grignoter ainsi un peu plus le territoire palestinien. Depuis le début de la guerre, nous souffrons énormément. Ils nous ont empêchés de retourner dans nos fermes. Regardez ces fermes, cette image, elles ont été détruites. Ces serres nous appartiennent. 100 000 mètres carrés vont être pris, c'est 150 mètres de large. Calculez la distance du sud de Tulkarem jusqu'à la ville de Bir al-Ska, ils veulent tout prendre. Depuis jeudi dernier, ce genre de scène se multiplie en Cisjordanie occupée. Ce jour-là, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a signé un accord visant à concrétiser le projet E1. Ce texte vise à établir l'expansion des colonies pour séparer Jérusalem-Est de la Cisjordanie occupée, usurpant ainsi des terres que les Palestiniens revendiquent pour créer un État. Nous disons qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Il n'y aura pas d'État palestinien.
Cet endroit nous appartient. Le projet E1 est critiqué par la communauté internationale qui redoute qu'il ne compromette un éventuel accord de paix. Les colonies israéliennes en Cisjordanie sont considérées comme illégales au regard du droit international. Voilà, il n'y aura pas d'État palestinien, a dit il y a quelques jours Benyamin Netanyahou. Rien de nouveau dans les propos du Premier ministre israélien. La reconnaissance de l'État palestinien par la France, le Canada, l'Australie. Quelle capitale, quelle frontière, quelle continuité territoriale quand on sait que Gaza est détruite à plus de 80%, quand la Cisjordanie est réduite à une peau de chagrin? Qu'est-ce qu'on reconnaît? Vous avez la base. Quand vous reconnaissez, notamment dans le cadre de l'ONU, votre base, ce sont les résolutions de l'ONU. Les résolutions de l'ONU sont tout à fait claires sur cette question précise, les frontières de 67, Jérusalem-Est capitale, continuité territoriale, précisément les territoires occupés au lendemain du 6 juin 67. Maintenant, vous me dites que la réalité n'est pas conforme au texte. Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, on ne serait même pas en train d'en parler si elle était conforme. Mais ça veut dire, voilà les cibles qui attendent d'être atteintes. Et voilà le combat qui attend. Cela dit, est-ce que vous entrez dans ce combat sans l'appui d'un certain nombre de reconnaissances très importantes qui disent l'illégitimité de l'occupation? Ou est-ce que vous dites, bon, puisque c'est déjà tellement avancé, c'est plus la peine d'insister? Or, ça fait un siècle que les Palestiniens insistent. Ça aussi, on l'oublie. Hein. Nous sommes en combat depuis 1917. C'est un des plus longs, c'est peut-être le plus long conflit colonial de l'histoire. Et nous n'avons pas disparu. Nous sommes un tout petit peuple, nous avons tenu tête, malgré l'adversité, malgré les appuis inouïs qui ont été donnés à l'État d'Israël, et surtout, une responsabilité criminelle des amis d'Israël. Je voudrais bien m'expliquer sur ce point. Vous savez, dans la Convention du génocide, l'article 2 définit le génocide, et notamment cette condition qui fait que le temps du droit est très lent, c'est qu'il faut établir l'intention. Et c'est une notion très floue, très difficile à établir. Elle est en cours. Par contre, il y a l'article 3, qui est l'article qui porte sur la complicité de génocide. De nombreux États silencieux aujourd'hui sont complices de fait de ce génocide. Et ces États sont complices depuis très longtemps, et je vais vous dire pourquoi. Ils aiment beaucoup Israël, mais ils sont en train de le mener à son suicide, et je vais vous dire pourquoi. Quels États? Quels États? Quasiment tous les États occidentaux. Et je vais vous dire pourquoi et comment ça s'est passé. Au lendemain de la guerre, il faut à tout prix, il y a une unanimité vraiment planétaire pour que cet État voit le jour. Les nazis, l'horreur nazie. On fait à ce moment la Déclaration universelle des droits de l'homme, on y ajoute le plus jamais ça. Tout ça est fait en fait pour toute la Terre, mais très spécifiquement pour ceux qui sortent de l'horreur des camps. Et on leur dit une chose qui va les mener à leur perte aujourd'hui. C'est là que leurs amis sont responsables. On leur dit, vu tout ce que vous avez subi, faites tout ce que vous voulez, nous couvrons. À partir de la création de l'État d'Israël, une sorte de carte d'impunité valable de façon permanente et en toutes circonstances a été donnée à cet État. Au lieu de lui dire « attention, attention, malgré tout ce que tu as subi, fais gaffe, il y a des limites. » Et je vais vous raconter une chose qui s'est passée avec nous. Vous avez parlé des négociations. Quand nous étions à Washington, au lendemain de la conférence de Madrid, les délégations palestiniennes et arabes venaient d'arriver, les délégations israéliennes également. Il y a eu une demande de 5 grandes personnalités de la communauté juive américaine qui ont demandé une rencontre avec un certain nombre de membres de la délégation palestinienne à Washington. Et il s'est passé 2 choses très très simples. Tout d'abord des remerciements, puisque la Palestine venait d'adhérer à l'idée que le conflit serait résolu par voie diplomatique. Et puis, un rajout extrêmement intéressant aujourd'hui et qui a une résonance énorme, qui est, mais vous savez, nous voulons vous remercier pour autre chose. Pas simplement parce que ce que nous vous disons. Nous vous remercions parce que vous nous avez aidés, écoutez-moi bien, je cite, à protéger Israël de lui-même. Israël pourrait commettre d'énormes incartades
qui le mettront en danger. Nous sommes en train de vivre ce moment. Donc, cette question des complicités est terrible. Certains pays maintenant disent à quel point ils sont horrifiés, d'autres à quel point ils souffrent, à quel point... Il faut prendre des décisions pour arrêter le carnage. Ce faisant, la France, reconnaissant la Palestine la semaine prochaine à l'ONU, prend sa part, j'imagine. Dans ce que vous évoquez à l'instant, cette question de la responsabilité, ça ne va pas arrêter la guerre, ce n'est pas ça qui va arrêter la guerre. Hélas, non. Les frappes israéliennes, vous l'avez évoqué sur le Qatar la semaine dernière, médiateur dans ce conflit, pose question en ce sens? Je pense, hein, sans qu'on me prête des interprétations un peu policières et romanesques. Nous savons, et vous le savez certainement, que quelques jours avant la frappe sur le Qatar... Qui visait des membres du Hamas installés... Voilà. Les Israéliens ont appris que les Américains venaient d'ouvrir de leur côté un canal de négociation et qu'ils n'étaient pas tenus au courant de ce canal. Donc les Américains, parallèlement à leur appui à Israël, étaient en train de négocier une possibilité de trêve. Et là, les Israéliens ont immédiatement frappé pour ne pas être doublés, être mis devant le fait accompli par les Américains, car les Américains souhaitaient en finir avec ce qui se passe. Ça devient très lourd, hein, malgré leur complicité, et malgré tous les feux verts, et malgré toutes les déclarations de leurs secrétaires d'État aujourd'hui, qui sont juste éternels. Ils auraient court-circuité le canal américain. Bien sûr, et c'est pas la première fois. C'est banal dans les combats diplomatiques. Vous avez toujours des canaux doubles, parallèles. Et les Américains ont lancé, et nous connaissons même le nom du négociateur américain qui est en Israël du camp de la paix. Les Israéliens ont contré la chose en disant, bon, vous nous doublez, eh bien on va assassiner les négociateurs eux-mêmes. Il y a là le début, à mon avis, de cette décision. Mais ce que dit également l'événement lui-même, ils disent qu'ils ont averti les Américains, oui, mais sans leur donner le temps d'avertir le Qatar. L'avertissement, quand il a été fait, les avions israéliens étaient déjà dans l'espace aérien qatari. Et nous avons vu les réactions le jour de cette opération. En fin de matinée, arrivaient des infos de la Maison-Blanche sur Trump furieux, qu'on lui ait fait cela, etc. À 4 heures de l'après-midi, appel au téléphone de Netanyahou par Trump. Trump l'appelle pour le féliciter de la haute qualité technique militaire de la frappe. Que comprendre? C'est comprendre ce que nous avons vu avec Biden au tout début. Biden, pendant les mois qu'il était encore président, et après avoir été l'instigateur de quasiment la majorité écrasante des ponts aériens, hein, c'est Biden qui a envoyé le matériel de mort le plus important. Biden a passé des mois, ou en tout cas des semaines, à demander à Netanyahou de l'autoriser à rentrer ne serait-ce que quelques camions de médicaments. Il n'a jamais obtenu l'autorisation. C'est Israël qui mène la danse, c'est ça ce que vous voulez dire? Je veux dire que nous sommes en train de découvrir une règle et qui est l'inverse de ce que nous avons toujours pensé. La terre entière pensait qu'Israël était un outil aux mains des Américains. Je pense que c'est l'inverse. Aujourd'hui, nous avons la preuve, vu ce coup de téléphone, et regardez le voyage de Rubio sur l'appui absolu. C'est Israël qui décide. En ce qui concerne Israël, c'est Israël qui décide et pas son ami qui est quand même une puissance mondiale. Ce qui dit également une sorte de perte de la puissance américaine. Mais ça, nous allons le voir, nous sommes dans des évolutions en cours. Vous savez juste une chose, en 1973, et cela les gens ne le savent pas, quand les divisions égyptiennes sont arrivées à quelques kilomètres de Tel Aviv et qu'elles se sont tout d'un coup arrêtées, c'est Kissinger, en accord avec les Égyptiens, qui avait demandé de ne pas aller plus loin. Et cela est arrivé à un moment où les Américains savaient que l'aviation israélienne n'avait plus les pièces. Vous savez, les avions militaires ont besoin de pièces à chaque décollage. Il n'y avait plus de pièces. Elles avaient été déjà utilisées. Kissinger a mis dans la balance les pièces et le règlement de la question de cette division, la deuxième armée ou la quatrième. Entre-temps, Sharon avait fait son mouvement d'opération contraire et encerclé une autre. Bref, nous savons aujourd'hui que c'est ce jour-là que les négociations de Camp David ont commencé entre l'Égypte et Israël. Sous une pression américaine, ils n'ont pas lâché les Israéliens, mais ils les ont laissé arriver à une situation où c'était critique,
pour reprendre le jeu. Nous n'avons plus cette situation. L'analyse des grandes forces de l'histoire, à nouveau, n'est pas le temps de cette analyse-là, n'est pas le temps de la guerre qui va plus vite que tout ça. Vous savez que le temps des assassins va plus vite que tout, oui. Vous savez que le principe de cette émission, c'est de s'intéresser également à vous, au-delà de l'actualité. Qui êtes-vous, Elias Sambar, pour comprendre le poids de vos mots, de tout ce que vous venez de dire depuis une demi-heure? Il faut savoir d'où vous parlez, d'où vous venez. Marc Pope a réalisé votre portrait brièvement, car l'histoire est longue, et on le regarde et on en reparle juste après. 13 décembre 2011, le drapeau palestinien est hissé au siège de l'UNESCO. Une victoire pour tout un peuple, mais aussi pour un homme, Elias Sambar, architecte de la reconnaissance internationale de l'État palestinien. C'est un aboutissement. Les Palestiniens ont disparu en 1948. On a été jusqu'à dire qu'ils n'avaient jamais existé. Leur nom a été effacé. Le nom de leur terre a été effacé. Et depuis, ils n'ont cessé de mener cette reconquête de leur visibilité. C'est un processus. Nous sommes maintenant arrivés, non pas à un moment symbolique, mais à l'achèvement de ce processus. Né à Haïfa en 1947, Elias Sambar et sa famille s'exilent vers le Liban durant la Nakba, l'exode palestinien de 1948. S'il n'y a vécu que quelques mois, ce sentiment d'absence l'habite, le poussant vers des études de droit et de sciences politiques. En 1968, il poursuit ses études en France, puis s'engage 3 ans plus tard auprès de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Homme de paix, il soutient et collabore avec Yasser Arafat, ce qui le mènera à participer activement aux négociations israélo-palestiniennes sur la scène internationale. En 2011, il devient logiquement ambassadeur de Palestine à l'UNESCO, et ce jusqu'en 2021. Elias Sambar est aussi un homme de culture. Écrivain et poète, il traduit notamment en français l'œuvre magistrale de son ami Mahmoud Darwish. En 1981, il fonde et dirige la revue des études palestiniennes. De sa rencontre avec le diplomate et écrivain Stéphane Hessel naît Le Rescapé et l'Exilé, récit de 2 trajectoires opposées d'un exilé de la Nakba et d'un survivant de l'Holocauste, unis dans une exigence de justice. Stéphane Hessel, vous avez longtemps dénoncé... Oui, je voulais dire quelque chose à propos de Stéphane Hessel. Non, je voulais dire l'hommage à Stéphane Hessel. Quand j'ai fait sa connaissance, j'étais très sceptique sur, non pas le principe, mais les effets du droit. Je revenais des négociations, j'étais à l'UNESCO, je voyais que je passais mon temps à faire voter des résolutions pour Jérusalem, mais qu'il n'y avait pas d'acte, il n'y avait rien de concret sur le terrain. Et puis j'ai fait sa connaissance grâce à une immense historienne qui était Madeleine Reberiou, et qui le connaissait très bien, et qui avait une association qui s'appelait Trop c'est trop. Et donc c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Stéphane. Et j'étais très sceptique. Et Stéphane passait son temps à me dire « Non, non, tu vas voir, c'est pas comme ça que ça va se passer. À un moment donné, le droit va reprendre son droit. » Et finalement, c'est lui qui avait raison. Stéphane Hessel qui a signé ce texte « Indignez-vous ». Ouais. L'indignation à ce propos, vous avez longtemps... depuis le 8 octobre, mais bien avant, dénoncer le silence autour de la situation, pas seulement à Gaza, et des morts civiles. Est-ce que vous trouvez que depuis quelque temps, le silence est moins assourdissant? Je pense qu'Israël est en train de perdre énormément aux yeux des opinions. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de cette carte d'impunité, toujours valable et toujours utile, et que les Israéliens ont en permanence utilisée. Ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que l'impunité partait de trois postulats, trois affirmations. Israël, quoi qu'il fasse, est victime. C'est très difficile aujourd'hui de faire admettre cette chose. Israël, quoi qu'il fasse, est moral. C'est très difficile aujourd'hui de faire admettre cette chose. Et Israël, quoi qu'il fasse, ne fait que se défendre. Ça a volé en éclats. Et on le voit dans les opinions. Le problème également, c'est que dans la foulée, et c'est toujours comme ça que ça se passe, vous avez des amateurs, des gens qui aiment le droit, qui aiment la justice, et qui sont du bon côté de la politique, et heureusement qu'ils sont là. Je parle des opinions. Vous avez également des tendances racistes qui vont se baser sur ces découvertes des crimes israéliens pour dire, vous voyez, maintenant vous les voyez sur leur vrai visage. Et donc on va tomber
dans l'idée que, bon, ça, maintenant vous connaissez les Juifs. C'est ça qu'on entend aussi. Et je voudrais dire une chose qui va choquer beaucoup de monde. Israël produit de l'antisémitisme. La politique israélienne produit de l'antisémitisme. Elle encourage, elle donne des arguments à tous les salopards, excusez-moi, il n'y a pas d'autre terme, qui prônent le racisme et l'antisémitisme. Israël encourage cela. Il leur donne des arguments. La comparaison des malheurs et des peines est une ignominie, vous écrivez. Je le pense, c'est des statistiques inacceptables, vraiment inacceptables et honteuses. Tous les morts sont uniques. On n'est pas dans une course de chiffres de victimes. Toutes les victimes sont victimes. Et aller dans des comparaisons, j'ai eu plus de morts que toi, ne sert à rien, sinon qu'à entrer dans une espèce de calcul obscène, hein, et sans fin. Obscène aussi le discours, et vous y revenez longuement dans le livre, qui dirait « j'étais là avant toi ». Oui, puisque, vous savez, et là on touche du doigt. D'ailleurs, il y a eu un événement il y a quelques jours sur l'annonce d'Israël de vouloir détruire une tour dans laquelle les archéologues palestiniens et français, notamment les archéologues de l'école biblique de Jérusalem, donc les archéologues des Dominicains, avaient stocké dans l'entresol 180 000 pièces, pas toutes de même importance, mais quand même 180 000 pièces sorties des fouilles à Gaza. L'archéologie... Ils ont été sauvés, je crois, hein, ces objets. Une partie, les pièces importantes. On n'a pas eu le temps, on a eu 3 heures. Et les archéologues ne sont plus là. C'est-à-dire qu'ils ont dû indiquer au téléphone à quelques personnes quoi prendre et quoi mettre à l'abri. Et ils sont à l'abri, heureusement, maintenant. Par contre, on a un rapport très particulier. L'archéologie a servi à l'expulsion en Palestine. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le temps cette espèce de thème originel qui était là avant l'autre. Or, en fait, on était très nombreux à être là avant les uns des autres. La Palestine a toujours eu une présence plurielle. Il y a eu des Cananéens, il y a eu des Phéniciens sur la côte, il y a eu des Philistins à Gaza, et ainsi de suite. Il y a eu des Hébreux dans la Cisjordanie. Donc il y a toujours eu cette structure dans la société palestinienne et qui n'était pas un État. Un des autres prismes qui brouille les cartes, c'est d'analyser les choses comme un État moderne. Ce n'est pas des États, c'est des régions avec des populations et au fur et à mesure de l'histoire, les populations commencent à dire voici notre identité, voici qui nous sommes. Tant qu'on est bloqué sur l'histoire de l'antériorité, vous voulez dire Je veux dire qu'il y avait plusieurs antériorités, mais le problème, ce n'est pas l'antériorité. Jamais je vous dirais qu'il n'y avait pas d'hébreux. Je dis hébreu parce que c'est le mot que les Juifs utilisent pour cette période en Palestine. Mais jamais vous ne me ferez dire que la Palestine n'est pas ma terre. Ça ne change rien. Par contre, l'expulsion, donc 48, la Nakba, a été basée sur ce pseudo-postulat d'histoire. À savoir, celui qui était là avant l'autre a le droit non pas d'être là, mais d'être seul là. La question de la présence exclusive est né du dévoiement de l'archéologie et du dévoiement d'un discours religieux. Personne n'a dit que si vous étiez là, vous allez chasser tous ceux qui n'étaient pas comme vous. Vous voyez, et toute l'idée de la Nakba va être basée sur cela. Mais cela a volé en éclats, parce que même les historiens israéliens commencent à le contester, c'est fini ça. Mais dans la tête de beaucoup de gens, notamment hors de la région, qui sont quand même encore imbus, et c'est leur droit, par le texte biblique, qu'ils jugent comme étant un texte d'histoire, non pas un texte d'une religion. Vous vous dites, ah non, mais ça, on le sait, hein, depuis la Genèse, ainsi de suite. Bon. L'archéologie, vous y travaillez beaucoup, l'historien que vous êtes. Vous avez été le commissaire d'une très belle exposition il y a quelques mois à l'Institut du monde arabe qui s'appelait « Ce que la Palestine apporte au monde ». Le titre fait penser qu'il faudrait encore le prouver. Et par ailleurs, vous avez aussi participé un peu plus de loin à une exposition qui se tient encore jusqu'au mois de novembre, toujours à l'Institut du monde arabe, qui s'appelle, le nom m'échappe de l'exposition, mais qui montre les vestiges archéologiques de Gaza, les trésors cachés de Gaza, voilà, me dit-on dans l'oreillette. Ce que montre cette exposition, c'est que la guerre, l'offensive israélienne sur Gaza, mais aussi certains des tunnels creusés par le Hamas, ont mis en péril un bien commun de l'humanité, pas simplement des vestiges palestiniens, mais quelque chose qui dépasse largement ce territoire.
Vous savez, ça dépasse largement l'archéologie et les expositions. Et heureusement qu'il y a ce lieu qui est l'Institut du monde arabe, dans lequel nous pouvons encore nous exprimer un certain nombre de réalités et de choses qui nous tiennent vraiment à cœur. L'aspect culturel est fondamental parce que quand vous faites disparaître un peuple, que vous avez l'objet de le faire disparaître, c'est ce qui est en cours. Vous effacez sa culture, c'est fondamental. Vous ne pouvez pas le faire disparaître si vous n'effacez pas sa culture avec lui. Et ce qui se passe aujourd'hui avec cette exposition, avec d'autres choses, avec tout ce qu'il y a eu comme toutes les activités qu'il y a. Et d'ailleurs, il y a demain à 19h, il y a une grande réunion autour de la question de la reconnaissance. Avec Leila Chahid, moi-même et Elie Barnavi et d'autres, pour dire à quel point c'est important cette reconnaissance. Donc la question culturelle est fondamentale. Et je vais vous dire une chose qui, moi, m'émeut beaucoup et me surprend de la façon la plus belle. Depuis qu'il y a l'horreur à Gaza, on n'a jamais, et moi, quand même, je suis au courant et j'ai pendant 24 ans, traduit le plus grand poète de Palestine et du monde arabe, qui est Mahmoud Darwish. J'étais au courant de la scène poétique. Si vous saviez le nombre de découvertes de poétesses et de poètes qui sont en train d'émerger maintenant dans l'horreur. Les Palestiniens, dans l'horreur, sont en train d'envoyer des poèmes au monde. Et d'ailleurs, plusieurs recueils sont déjà parus en France et dans d'autres pays. Pour vous dire, c'est une question de respiration, c'est-à-dire que c'est notre oxygène, cette culture, c'est notre oxygène. Et le fait que dans l'horreur, autant de voix poétiques décident de se manifester, en dit très long. Non pas seulement sur l'énergie vitale de ce peuple, mais sur ses priorités. Ils disent l'importance de notre culture pour nous. Il y a quelque chose dans la langue qui est indestructible. Bien sûr. Vous avez parlé de Mahmoud Darwish, vous avez été effectivement l'ami, le traducteur. Oui. Si on devait réfléchir, poète palestinien bien sûr, précisément sur cette question, ce que la Palestine a apporté au monde, qu'est-ce que quelqu'un comme Mahmoud Darwish a apporté? Vous savez, il y avait une salle réservée à Darwish dans l'exposition. On entendait un de ses récitals. On le voyait d'ailleurs pendant un récital d'1h30, un poème épique, Fleuve. Bien sûr qu'on a apporté. On a apporté au monde le fait, en partant d'un lieu très particulier. Comme pour les plantes, notre terreau, c'est la Palestine. Mais notre langue, c'est la langue arabe. La langue arabe n'est pas spécifique ou unique à la Palestine. Donc, Darwish est un poète arabe de Palestine. C'est pas un poète palestinien. Son passeport est palestinien, mais c'est un poète arabe de Palestine qui a porté très très loin la langue arabe, mais en partant de son terreau palestinien. Ce qui a été extraordinaire avec ce poète, c'est le fait que sa présence n'enlève rien à l'existence aujourd'hui d'une génération magnifique. Et de poétesses, j'insiste, il y a beaucoup de poétesses dans le lot, et d'œuvres très très belles au niveau de la langue. Mais ce qu'il a fait également, c'est en partant de ce lieu très particulier qui est la Terre Sainte, la Palestine, en partant d'une langue qui est unique, qui est la nôtre, Darwish a porté cette question au niveau de l'universel. La poésie de Darwish, en partant d'un lieu, est devenue poésie de l'universalisme et de l'humanité simple, c'est-à-dire la condition humaine de tous. S'il fallait vous choisir un vers pour illustrer ce que vous venez de dire de Mahmoud Darwish, ce serait quoi? Vous avez le droit de le citer en arabe. Je dis tant de choses sur la différence ténue entre les femmes et les arbres, sur un pays dont je n'ai trouvé le tampon sur aucun passeport. Et je demande, mesdames et messieurs au cœur bon, la terre des hommes est-elle à tous les hommes? Voilà. J'ai une dernière photo à vous soumettre, Elias Sambar. On le rappelait tout à l'heure, vous avez pris part aux négociations des accords d'Oslo, signés en 1993 à Washington. On va revoir la photo. Faut-il vraiment la commenter? C'est l'une des plus célèbres Bien sûr. Du XXe siècle. Quand vous regardez cette photo, Arafat, Rabin, Bill Clinton, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Je vais vous dire, aujourd'hui, Arafat est mort, on nous dit, de façon naturelle, de maladie, on ne sait pas.
Rabin est mort. On ne sait pas de quoi il est mort. En tout cas, je me souviens d'un entretien un peu involontaire entre Ariel Sharon et un homme qui était un général qui s'appelait Mofaz et qui avait oublié le micro ouvert. Et à un moment donné, Sharon dit alors comment on va faire en parlant d'Arafat. Et ça, vous l'avez certainement dans les archives, hein, ça a été sur tous les journaux télévisés. Et Mofaz dit il faut en finir. Sharon, hein, la brute Sharon, lui dit mais tu sais, cette décision entre les mains de Dieu. Et Mofaz lui dit mais comme tu sais, parfois Dieu a besoin d'un coup de main. Regardez dans le Sahih, vous le trouverez. Bon, donc je ne sais pas. Par contre, l'autre a été assassiné parce qu'il voulait aller plus loin. L'autre a signé son arrêt de mort, Rabin, le jour où il a dit que je ferai la paix, même s'il y a des attentats, et je combattrai les attentats comme s'il n'y avait pas la paix. Je pense que ce jour-là, il a signé son arrêt de mort. Et les gens oublient, et ça certainement vous trouverez. Il y a un grand discours devant une foule par un homme qui réclame son assassinat. C'était Netanyahou. Tout cela existe. D'un mot, si vous le voulez bien, dans un tract Gallimard qui est paru l'année dernière, vous dites que répéter comme un mantra qu'on veut la solution à 2 États, c'est de la morphine administrée à soi-même. Ça ne marche plus, vous n'y croyez plus, vous non plus? Il y a 2 choses. Là, je pense que le contenu était la meilleure chose possible. Je ne suis pas du tout contre. Ce qui me fait dire cela, c'est que précisément c'est répété ad vitam aeternam, juste une répétition, alors que c'est devenu vraiment très très compliqué à appliquer. Donc ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la difficulté d'appliquer. On a aujourd'hui à peu près 700 à 800 000 colons installés là. Qui va leur dire, bon, maintenant, allez vivre en Israël, dont vous êtes les citoyens? Qui va imposer le démantèlement des colonies? Qui va démanteler le mur qui est en train de ravager les terres? Ainsi de suite. Donc, l'application devient très compliquée. Mais je reviens à votre première question. C'est là que la reconnaissance va être utile. La reconnaissance va aider à l'application. Inquiet mais pas désespéré? Jamais, sinon vous ne serez pas chez vous. Hein. Merci Elias Sambar d'être venu sur ce plateau ce matin. La Palestine expliquée à tout le monde au Seuil. Merci infiniment. Un entretien à revoir en replay. On se retrouve dans un quart d'heure.